Bonjour à tous et merci de votre invitation. Vous avez perçu l'eau comme étant un enjeu majeur pour les territoires et donc déjà c'est une excellente chose parce qu'effectivement nous sommes confrontés, notamment à la lumière de la dernière période estivale, à des enjeux cruciaux sur la thématique de l'eau. Donc juste un mot de présentation. Donc je m'appelle Delphine Alexandre, je suis vice-présidente du Conseil régional en charge de l'eau, la santé, la biodiversité. Je suis élue depuis l'été 2021 et donc ça fait un peu plus d'un an que j'exerce cette délégation. Et dans ma vie professionnelle, avant j'étais orthophoniste, voilà, juste pour situer, et je suis lorientaise. Voilà, après ces quelques mots de présentation, donc je vous propose de vous présenter un petit panorama tout à la fois des enjeux et des politiques que nous menons pour répondre à ces enjeux. C'est un panorama assez large et après, je vous propose éventuellement de répondre il y aura une séquence de questions-réponses, mais aussi également, si vous le souhaitez, dans des temps différés, si vous souhaitez appréhender, travailler une problématique de façon approfondie, je serai disponible aussi pour répondre sur une focale que vous auriez ciblée. Alors, au niveau de la région Bretagne, c'est un bassin hydrographique qui présente quelques singularités, quelques spécificités. C'est une terre peu perméable. On a 30 000 cours d'eau, 30 000 kilomètres de cours d'eau qui imprègnent de façon assez homogène toute la région Bretagne. 75% de notre eau potable est captée sur des espaces superficiels et les espaces superficiels sont extrêmement perméables aux pollutions diffuses. Et il y a 30 ans, s'est posée la question du contentieux nitrate qui a été identifié par l'Europe. Et nous étions le premier territoire en Bretagne à connaître cette problématique des algues vertes, ce qui a contribué à fédérer très largement les acteurs de l'eau autour de cet enjeu nitrate. Et donc, il y a eu une mobilisation très forte dans les années 90, donc sur ce contentieux, et avec une prise de conscience par rapport au reste du territoire en France, qui a été anticipatrice, enfin pas anticipatrice par rapport au fait qu'il y ait des algues vertes, mais anticipatrice par rapport à l'ensemble des territoires. Et donc, on a les pouvoirs publics, mais aussi les associations, les citoyens qui se sont assez fortement fédérés autour de cette question. Et donc, on a eu une structuration par bassin versant. Donc, on a à peu près 500 bassins versants sur le territoire breton. Et donc ici, vous avez une carte. Il y aura pas mal de cartes dans ma présentation. Donc celle-ci vous indique un petit peu l'évolution de la concentration en nitrate dans les cours d'eau. Et donc on a bien dans les années 90, vous avez une brutale augmentation. Et donc c'est à ce moment-là qu'il y a eu ce contentieux nitrate qui a continué à augmenter et qui se trouve en décroissance, même si on observe une stagnation dans la dernière période, sur les dernières années, une stagnation donc, qui doit nous alerter très fort. Voilà, donc si le taux de nitrate a effectivement baissé dans les cours d'eau, on observe un tonnage d'algues vertes toujours extrêmement important, avec 8 baies qui sont concernées. Donc, pour situer, pour la carte, vous avez en prenant du nord-est et en faisant le tour, donc vous pouvez identifier la baie de la Fresnaye, puis la baie de Saint-Brieuc. Ensuite, c'est le lieu de grève donc, qui a été particulièrement médiatisé. Ensuite, l'Orne. Puis, non, la bouette de Douarnenez, c'est dans le Guy. Je suis désolée. J'ai pris des notes. Enfin bon,
et Douarnenez, puis la baie de la Forêt, c'est en bas. Voilà. Donc ça, c'est les 8-9 baies qui sont pris en compte au sein du PLAV, plan de lutte contre les algues vertes. Mais il y a plein d'autres zones d'échouage d'algues vertes sur terrain sableux, comme sur les vasières d'algues vertes dont vous avez déjà sans doute entendu parler, et qui présentent des singularités, enfin des différences, tant sur l'aspect préventif que sur l'aspect curatif. Ce n'est pas exactement les mêmes problématiques, on y reviendra. Alors ensuite, ah oui, je reviens un petit peu en arrière. Excusez-moi, alors je suis absolument pas rompue à l'exercice de prise de parole en public. C'est ma grande première, donc je suis désolée si je fais des petits allers-retours. Enfin voilà. J'ai oublié de dire que dans les facteurs qui sont prégnants par rapport à la prolifération d'algues vertes, on a plusieurs facteurs. On a d'un côté les bassins, le fait d'avoir des bassins en Bretagne qui sont relativement fermés. Les bassins qui sont relativement fermés, et peu profonds. On a des phénomènes contextuels avec la météo, c'est-à-dire que quand on a des hivers avec des effets dispersifs, du coup, il y a une dispersion d'ulves qui renvoie à moins de tonnage en été. Quand il n'y a pas cet effet dispersif hivernal, on se retrouve avec des tonnages extrêmement importants. Donc, conditions météorologiques, présence d'ulves au printemps et morphologie des baies. Donc ça, c'est des critères sur lesquels on a peu de prise. En revanche, il y en a un sur lequel on a véritablement une prise très forte, qui est le taux de nitrate, donc les rejets, les fuites d'azote qui sont extrêmement corrélés à l'activité agricole. Pour 80-90%, on attribue ça au rejet de l'activité agricole. Et là-dessus, on a un levier, et c'est pour ça qu'on focalise nos politiques publiques sur cet axe-là, sur la conversion en transition vers l'agroécologie, de façon à pouvoir maîtriser la quantité d'azote qui est présente à l'exutoire dans les baies. Voilà, et dire aussi que les enjeux sont extrêmement importants, les problématiques liées aux algues vertes. D'un côté, en premier lieu, il y a la santé, puisque malheureusement, ça a été connu du grand public, de l'opinion publique par le décès de personnes. Donc c'est quelque chose potentiellement extrêmement grave, avec du sulfure, avec le dégagement de sulfure d'hydrogène, H2S, qui est toxique, donc pour les humains, comme pour la faune. Et actuellement, donc, je reviendrai sur l'aspect préventif, et le curatif consiste soit à dégager les algues, sur zone sable, soit à dégager les tonnages d'algues vertes pour éviter le pourrissement des algues et donc le dégagement d'hydrogène, de sulfure d'hydrogène. Et puis, lorsque ça n'est pas possible de dégager les algues, du coup, il y a une prévention. Les zones sont interdites à la baignade et les zones sont interdites d'accès, et il y a des panneaux d'information des personnes. Alors ensuite, sur les enjeux, dire qu'au niveau du bon état de l'eau, on a, par contre, là je sors des algues vertes, sur l'ensemble des paramètres qui sont identifiés pour juger du bon état des masses d'eau. En fait, les masses d'eau sont évaluées. Il y a un système d'outils de planification. Donc de l'Europe, c'est la DCE, Directive Cadre pour l'eau. Au niveau de notre territoire, que vous voyez ici, en fait, nous, on dépend de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, qui va de la pointe de la Bretagne et qui descend jusqu'en Auvergne. Et à ce niveau-là, on a un outil de planification qui s'appelle le SDAGE. Et ensuite, à l'intérieur de cet espace-là, il y a des SAGE qui sont des outils de planification territoriaux et qui sont travaillés, identifiés,
élaborés par les CLÉ, comités locaux de l'eau. À l'intérieur du SDAGE, donc l'outil l'outil de planification au niveau du bassin Loire-Bretagne, on qualifie l'ensemble des masses d'eau. Donc les masses d'eau, alors je ne sais pas quel est exactement votre niveau de connaissance. Alors peut-être que peut-être que j'explique trop ou pas assez. Alors je ne sais pas trop évaluer, ça va. Au niveau des masses d'eau, rentrent dans les masses d'eau tous les cours d'eau, les étangs, les eaux souterraines. L'ensemble de l'eau est identifié en masse d'eau. Sur l'ensemble de la Bretagne, il y a cette hétérogénéité-là, avec une zone à l'est qui est très faiblement qualifiée en masse d'eau bon état, puisqu'elle est inférieure à 3% de masse d'eau en bon état sur l'est, parce qu'il y a des problèmes d'hydromorphologie, c'est-à-dire que les cours d'eau, ils ont été tous travaillés de façon très rectiligne. C'est lié à la pression anthropique, donc l'urbanisation, ou l'activité agricole. Et alors qu'à l'ouest, on a des masses d'eau qui sont plutôt en bon état, même au Finistère, 60% de masses d'eau en bon état, sachant que le SDAGE nous fixe comme objectif d'arriver à 100% de masse d'eau en bon état en 2027. C'est vous dire si la marge de progression est extrêmement importante. Voilà, et puis donc sur la partie ouest, lorsque on parle de masse d'eau en bon état, comme je vous disais dans le Finistère, 60% de masse d'eau en bon état, se pose aussi la question du maintien des masses d'eau en bon état. Donc c'est un choix que nous avons fait aussi à la région Bretagne, c'est de financer le maintien du bon état, parce que pour financer l'état de l'eau, il y a plusieurs financeurs, et notamment l'Agence de l'eau, et la région Bretagne. L'Agence de l'eau, dans le cadre de son 11e programme d'intervention, a choisi d'arrêter les financements sur les masses d'eau qui atteignaient un bon état. Or, il faut souvent continuer à avoir une politique très active pour la maintenir dans ce bon état. Et donc, on choisit aussi de financer les territoires qui ont réussi à atteindre le bon niveau de masse d'eau. Alors, un autre enjeu auquel nous sommes extrêmement fortement confrontés, c'est tout ce qui est usage des produits phytosanitaires. La Bretagne a une activité agricole extrêmement importante et donc avec l'usage de produits qui contaminent l'eau. Récemment, il y a eu une expression, l'ARS avait dans un premier temps classer certaines molécules comme étant dangereuses. Il y a eu un déclassement de molécules. À mon avis, quand on a commencé à faire le compte des molécules existantes dans les cours d'eau, ça déclassait, ça rendait impropre à la consommation trop de masse d'eau. Et à mon avis, on n'avait sans doute pas anticipé le fait qu'il y ait autant de contamination. Donc, on est soumis à des classements un peu aléatoires. Donc, sur la santé humaine, il y a des impacts majeurs. Donc vous voyez que les territoires impactés, donc c'est là aussi, donc, comme je vous ai dit, très lié à l'activité agricole. La partie est est là aussi sévèrement impactée. Et puis les légumiers du Finistère Nord, on a aussi des territoires avec des fortes contaminations liées aux produits phytosanitaires, donc avec le problème de ces métabolites résiduels. Là, on vient... En fait, il y a plein de problématiques qui viennent se percuter. On reviendra tout à l'heure à la gestion quantitative de l'eau, mais là, on vient d'équiper dans le Finistère une station de captage d'eau pour l'eau potable, 2 millions d'euros pour avoir des filtres à charbon, parce que compte tenu de la difficulté en gestion quantitative de l'eau, le fait de fermer des captages pour cause de contamination aux métabolites, ça empêchait tout un pan de la population d'avoir accès directement à l'eau potable. Donc pour l'instant,
Je ne sais pas si ça infuse dans l'opinion publique, mais l'enjeu d'accès à l'eau potable devient un problème. Et sachant que ce que j'ai évoqué là, on est sur du curatif, hein, sachant que le volet essentiel, ce sera le préventif et ce sera la transition vers des pratiques plus vertueuses, parce qu'on ne peut pas travailler que sur du curatif. Enfin, là, c'est un puits sans fond, sachant que l'ARS n'évalue la présence que de quelques métabolites, alors qu'il y en a, il y en a des centaines, et ils ne sont pas tous recherchés, et qu'on ne mesure, la possibilité de combinaison, ce qu'on appelle l'effet cocktail, c'est la possibilité de métabolites entre eux n'ont pas de phénomène additionnel, mais plutôt multiplicatif. C'est-à-dire que le nombre de combinaisons est tel qu'on ne peut pas évaluer tout ce que ça pourrait engendrer. Donc, on est avec beaucoup d'incertitudes sur ces effets cocktails. Voilà, ici, nous avons des captages prioritaires. Donc, c'est les endroits où, à la fois, ce sont des zones à enjeu, et des zones qui sont polluées. Donc ces captages prioritaires sont définis donc, par rapport aux critères phyto, azote et phosphore. Et donc c'est là où il y a des enjeux majeurs pour la production d'eau potable. Il y en a 58 de tête. Voilà, nous avons les problèmes également de contamination bactériologique qui affectent notamment toute l'activité conchilicole, l'activité économique conchilicole, mais également la pêche ou la baignade, et puis avec des enjeux d'accès à l'eau potable dans la protection de captage. Donc souvent, c'est en lien avec des problèmes d'assainissement, c'est-à-dire que les réseaux d'assainissement ont été faiblement renouvelés par les collectivités locales. C'est souvent les pouvoirs politiques n'ont pas fait ce choix-là de restructurer leur réseau. Or, nous sommes confrontés à deux systèmes de contraintes. D'une part, l'afflux de population. Il peut être saisonnier, et c'est ce qu'on connaît sur nos littoraux en période estivale. Ils peuvent être aussi plus structurels, et c'est ce qu'on prévoit dans les années à venir, c'est-à-dire que liés à une instabilité géopolitique qui elle-même est liée à la raréfaction des ressources, on va sans doute connaître des afflux de population. Donc une pression anthropique très forte, saisonnière ou structurelle à long terme. Parallèlement à ça, on a le dérèglement climatique. Alors sur la Bretagne, on devrait connaître une pluviométrie annuelle constante. Par contre, il va y avoir beaucoup de disparités quant au moment où cette pluie, ces précipitations vont tomber, avec des périodes de sécheresse pendant l'été et des périodes de précipitations accrues sur la période hivernale. Or, c'est pendant la période de précipitation accrue au niveau hivernal qu'on peut connaître des débordements des stations d'assainissement et toute cette matière va se déverser dans les cours d'eau et polluer le littoral. Donc c'est vraiment en lien avec le sous-dimensionnement des stations d'assainissement. Voilà, et puis ce que j'évoquais tout à l'heure, donc on a la période hivernale avec ce déversement et cet afflux d'eau qui est trop important sur la période hivernale. Sur la période estivale, nous avons, comme à l'instar de cet été, qu'on pourrait penser être un moment un peu exceptionnel, un peu singulier, mais qui, selon toutes les études prospectives qu'on a pu lire, est sans doute juste un peu prédictif de ce qui va devenir monnaie courante dans les étés à venir. Par contre, à chaque fois, il y a un revers quelque chose de positif à en tirer, c'est-à-dire que lorsqu'on a connu les contentieux nitrates il y a 30 ans, ça a permis de fédérer les acteurs de l'eau et donc on a un tissu de résilience en termes humains et en termes de perception sensible de cette problématique de l'eau qui nous permet d'être plus résilients. Mais là, sur la période de sécheresse,
on voit que l'ensemble de la société commence à prendre en compte cette problématique de l'eau qui était pour l'instant quasiment pas, enfin peu tangible. En fait, c'est tellement facile d'ouvrir un robinet que personne ne se rend, enfin peu de gens se rendent compte à quel point c'est tout à la fois crucial et complexe. Voilà, donc il y a pas mal de territoires où on est arrivé en limite d'approvisionnement d'eau potable. Quelques dérogations ont été accordées sur les activités économiques. Et puis, pour l'instant, on a des impacts qui n'ont pas été, qui commencent tout juste. On a eu un rétexte, un retour d'expérience avec l'Agence de l'eau Loire-Bretagne. On commence tout juste à appréhender les impacts sur la faune, sur la biodiversité plus globalement, qui sont majeurs. En fait, il y a plein de zones où il y a toute la faune aquatique qui a disparu, enfin qui est morte, quoi. Voilà. Donc, par rapport à ces enjeux, comme je vous le disais, on a une mobilisation forte et ancienne qui a induit un partenariat avec l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, l'État, le Conseil régional de Bretagne et les départements. Et donc, l'échelle de plan d'action se situe au niveau du bassin versant. Là, je vous reprends un petit peu donc, la chronologie de la façon dont s'est structurée l'action politique. De 2007 à 2013, on a eu le grand projet numéro 5 sur la période qui est lié au CPER, contrat plan État-région. Et donc, on a commencé à avoir un maillage territorial en SAGE, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure concernant l'outil de planification qu'on appelle le SAGE, qui est travaillé par les clés. Et en Bretagne, on est un des rares, enfin je crois qu'on est la seule région où le territoire est entièrement maillé par des sages. Et donc ça revient, enfin ça découle directement de cette histoire ancienne, liée au contentieux nitrate. Je vous incite je vous incite vivement à vous rapprocher de ces partenaires institutionnels que sont les clés, parce que c'est des acteurs avec une analyse très fine de leur territoire et des problématiques qui s'y jouent. Donc c'est vraiment au niveau des CDPL, je pense que vous avez tout intérêt pour travailler cet enjeu et avoir tout à la fois une vision large, mais plus locale et en lien avec votre territoire. Ce sont vraiment des interlocuteurs extrêmement précieux et je vous incite vivement à les contacter pour avoir le diagnostic et une idée des plans d'action qui sont mis en œuvre sur vos territoires. Et voilà, donc ici, vous avez la répartition des différents sages, donc 21 sages sur le territoire. Ceux qui sont en bleu marine, ce sont ceux qui ont déjà connu une révision. Et donc, le sage Vilaine entame sa deuxième révision. C'est celui qui est le plus ancien et donc qui couvre un énorme territoire. Et l'intérêt aussi de ces sages, c'est qu'ils peuvent fixer des règles qui sont opposables aux tiers. Et sur tous les projets de développement économique, ils ont toujours un avis aussi consultatif, mais très important à rendre sur l'empreinte d'une activité économique sur le territoire. C'est-à-dire qu'ils sont consultés. Là, par exemple, je pense à l'usine de saumon de Plouisy qui fait l'objet de discussions et de polémiques. Ils ont été consultés, ils ont pu rendre un avis qui a été pris en compte. Donc c'est très important. Voilà, et puis donc à l'intérieur de chaque sage, donc vous avez l'outil planification, et puis en regard vous avez le volet opérationnel, et le volet opérationnel se fait en termes de bassin versant. Et c'est à ce niveau-là qu'on va retrouver des actions. Donc ça peut être l'accompagnement aux agriculteurs pour les changements de pratiques, ça peut être la sensibilisation des propriétaires fonciers pour la restauration des cours d'eau, pour la préservation ou la restauration des zones humides. Et puis, c'est à ce niveau-là d'échelle opérationnelle qu'on travaille avec les collectivités pour la réduction de l'utilisation des produits phytosanitaires, la gestion différenciée, la gestion des eaux pluviales. Donc, échelle opérationnelle, c'est au niveau des bassins versants.
Voilà, toujours pour reprendre ma chronologie, ensuite pour revenir un peu aux algues vertes. Donc il y a eu 3 plans successifs. On vient de valider le 3e plan lors de la dernière session du Conseil régional. Donc vous avez différentes dates sur les plans mis en œuvre. Donc le plan, en tout cas de ce que nous avons validé au niveau du Conseil régional, je vais aller à la suivante. Ce qu'on a validé au niveau du Conseil régional a été très largement créé à partir de l'étude de la Cour des comptes, du rendu de la Cour des comptes qui a pointé sur la politique régionale. Alors, ils ont pointé beaucoup de choses sur l'État, donc nous on a regardé ce qui nous concernait nous et là où on pouvait se remettre en cause. Et on a 2 volets principaux. C'est l'activation du levier foncier, puisque, alors, pour avoir une charge anthropique qui passe par les fuites d'azote allégées, il faut faire un regroupement parcellaire autour de la zone d'exploitation. C'est-à-dire que quand un exploitant agricole a des parcelles trop éloignées, toute la pression va se jouer sur la parcelle qui se situe juste à côté de son exploitation. Donc il faut regrouper le parcellaire pour permettre à l'élevage de pouvoir se répartir sur une zone plus large. Le regroupement parcellaire est extrêmement important. Ce qui permet de regrouper le parcellaire et de faire des échanges fonciers agricoles doit transiter par la SAFER. Mais la SAFER conditionne son mode de fonctionnement à un schéma national. Et dans les priorités nationales, la première est soit le maintien ou l'extension de l'exploitation existante. Et on retrouve la transition en agro ou bio en 5e, 6e, 7e position. Ce qui fait que la SAFER privilégie toujours le fait d'étendre l'existant à souvent du conventionnel. Et qu'on trouve peu de leviers au niveau de la SAFER pour impulser une transition agroécologique. Et nous, en termes politiques, au niveau du Conseil régional, et suite au rapport de la commission de la Cour des comptes, normalement on avait un conventionnement avec la SAFER. On s'est mis pour l'instant, qui devait être renouvelé au mois de janvier, pour l'instant on s'est mis en retrait pour qu'on puisse ensemble élaborer des pistes qui nous semblent de nature à pouvoir avoir des choix qui aillent plus dans le sens d'une transition vers l'agroécologie. Parallèlement à ça, on essaye aussi d'avoir, on est en recherche d'un outil foncier qui nous permette d'impulser plus de visibilité sur les terres à échanger, parce que la SAFER ne travaille, en fait, elle ne travaille qu'avec 20% des terres à échanger, et donc il y a 80% qui vont de gré à gré. Nous, on souhaiterait créer un outil qui permette plus de visibilité sur les terres agricoles à échanger, de façon à pouvoir avoir plus de levier sur la transition. Voilà. Hop. Donc ensuite, à partir de 2014, donc pour reprendre la chronologie des outils institutionnels pour la politique de l'eau, a été mis en œuvre une démarche plus participative à l'échelle régionale. Donc on a instauré la conférence bretonne de l'eau et des milieux aquatiques, sous le sigle SBEMA, qui avait vocation à réunir. Alors nous, on n'a pas de pouvoir, ça c'est important de le préciser parce que souvent on n'a pas de pouvoir réglementaire. La réglementation est aux mains de l'État. Nous, on a le pouvoir de générer du débat, de générer de la concertation, de générer des rencontres et d'animer. Mais on n'a pas de pouvoir réglementaire, on n'a pas le pouvoir d'interdire. D'interdire des molécules, je pense aux pesticides là où... voilà. Et donc, on a créé cette instance qui avait vocation à générer du débat, à faire rencontrer les acteurs de l'eau et à avoir une gouvernance de l'eau plus représentative, plus participative. Et donc, à l'issue des travaux qui ont été faits avec le SBEMA, il a été créé
un outil de planification qu'on appelle le plan breton sur l'eau. Et donc qui a donné naissance à un travail d'animation à l'échelle régionale qui a été reconnu. Et en 2017, la Bretagne, forte de ce bilan-là, a été la première région française à obtenir la mission animation et concertation dans le domaine de l'eau. Donc c'est un décret qui est paru en 2017. Donc, voilà, 2017, animation et concertation. Ensuite, un levier qui nous paraît aussi extrêmement fort, c'est la transversalité qu'on veut mettre au cœur de nos politiques publiques. Parce qu'on peut aussi, si on ne travaille pas sur la transversalité, on va être que dans la réparation et dans le curatif. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, il faut que la thématique de l'eau soit d'emblée, lorsqu'on a un projet, prise en compte dans les politiques d'aménagement et dans les politiques d'économie. C'est vraiment au cœur des questions de développement, parce qu'autrement, on n'est que, si on ne prend en considération l'eau qu'en aval, on est juste là dans la politique vraiment de réparation, où on va réparer les effets pervers, enfin, je sais pas comment, les contraintes liées à l'implantation de zones économiques, de zones d'aménagement, etc. Donc c'est vraiment d'emblée qu'il faut prendre en compte la ressource en eau pour garantir sur l'ensemble du territoire et à l'ensemble des usagers le fait de pouvoir respecter les usages différents. Autrement, on n'est que dans des politiques correctives. Et c'est pour ça que la SBEMA a travaillé sur des scénarios prospectifs pour le développement des territoires bretons à l'horizon 2040. Et ça a permis de s'interroger sur les impacts sur l'eau et ce qui était souhaitable ou non. Et là, je vous propose de vous présenter un petit film prospectif de 3 minutes, donc qui est assez rapide. En 2040, la population bretonne a augmenté dans des proportions considérables, notamment en Ille-et-Vilaine et sur les espaces littoraux et rétro-littoraux. C'est un peu la rançon du succès. La Bretagne bénéficie d'un climat attractif avec moins de canicules qu'ailleurs. Et son attrait touristique ne cesse d'augmenter, surtout en été où les besoins en eau sont les plus grands. Pourtant, la Bretagne n'est pas l'Eldorado que l'on croit. Avec le changement climatique, on constate de vraies différences de pluviosité entre l'Est et l'Ouest. Et les épisodes de sécheresse sont de plus en plus fréquents et longs en été, en automne, mais aussi en hiver. En résumé, des besoins en eau qui augmentent, des disponibilités qui diminuent, la situation se tend. Aujourd'hui, la problématique est la suivante. Comment continuer à assurer l'approvisionnement en eau des populations, priorité absolue, sans assécher les cours d'eau pour préserver la vie piscicole? Pour y répondre, notamment en période d'étiage, plusieurs actions ont été entreprises. Comme des investissements importants pour trouver de nouvelles ressources, créer des stockages et des interconnexions ou renouveler les réseaux, avec pour conséquence une forte hausse du prix de l'eau. Également des mesures en direction de la population, comme l'interdiction de remplissage des piscines, le lavage des voitures ou l'arrosage des jardins. Ensuite, des mesures beaucoup plus impactantes sur le développement économique de la région, l'Est en particulier, comme la limitation de l'irrigation des cultures et l'abreuvement du bétail côté agricole, ou le prélèvement de l'eau dans les cours d'eau côté industrie. Autant de mesures qui ne mettent pourtant pas l'Est de la Bretagne à l'abri de coupures d'eau temporaires en 2040. Au regard de ce scénario, plusieurs questions de fond se posent. Quelle priorité d'approvisionnement doit-on se fixer collectivement tout en préservant les milieux aquatiques? À quel sacrifice sommes-nous prêts? Quels investissements sommes-nous prêts à faire pour satisfaire nos besoins en eau? À quel niveau d'acceptabilité sociale et environnementale? Comment susciter une vraie prise de conscience solidaire de l'importance des économies d'eau auprès des populations? Comment lutter contre le risque d'une technicisation de l'eau, gérée comme un flux,
déconnectés des cycles naturels, des milieux aquatiques et des ressources locales des bassins versants. Donc tout à l'heure, j'évoquais notamment dans le cadre du PLAV ce qu'avait pointé la Cour des comptes. Donc effectivement, elle avait pointé le volet foncier, mais elle avait également pointé l'absence d'éco-socio-conditionnalité. Donc ça, c'est quelque chose qu'on est en train de mettre en œuvre, c'est-à-dire que pour les débordements par rapport aux problématiques d'assainissement, bon alors là, ça concerne plutôt les algues vertes survasières, mais pour les problématiques et puis les pollutions cyanobactéries, donc qui ne sont pas dans le champ des algues vertes, qui sont dans les contraintes liées à la qualité de l'eau, désormais, alors tout ce que je vous présente là, c'est en cours d'élaboration, c'est-à-dire que c'est assez récent dans nos politiques régionales, ça n'y était pas jusqu'alors. Mais donc ce qu'on souhaite faire, c'est sur l'assainissement, lorsque un territoire ne prend pas, enfin les collectivités territoriales ne prennent pas en charge l'assainissement à la hauteur de l'investissement nécessaire pour simplement sécuriser les réseaux. Du coup, nous, on va, c'est des collectivités qui bénéficieront moins facilement de subventions. Et même si c'est décorrélé, c'est-à-dire que si on veut faire une belle salle des fêtes, mais qu'on ne s'est pas occupé de son assainissement, ben d'abord il faudra faire l'assainissement avant d'être soutenu par la région pour financer la salle des fêtes. Voilà. Enfin, c'est un exemple, hein, mais donc la plupart des subventions vont être corrélées au fait de la prise en compte des réseaux et notamment sur le volet assainissement. Ensuite, de la même façon, seront subventionnés les agriculteurs qui s'inscrivent dans un dispositif de transition agroécologique. Et de la même façon, parce qu'il y a les agriculteurs, mais il y a aussi tout ce qui est agroalimentaire et contrat de filière et coopératives agricoles, c'est-à-dire que là aussi bénéficieront de subventions les entités qui pourront justifier ou témoigner d'une incitation forte de leurs adhérents à s'inscrire dans une démarche de transition vers l'agroécologie. Après, sur les modalités fines, on les a pas. Enfin, là, on s'est mis d'accord sur des questions de principe et on va voir comment, au niveau des modalités, on les fait de façon plus fine. Et puis, alors c'est marqué 2020, c'est depuis 2021 et avec une installation début janvier 2022, on a institué l'ABE. Donc, dans la continuité, enfin dans une continuité, mais avec ajustement du SBEMA. Et donc l'ABE, Assemblée bretonne de l'eau, qui réunit les acteurs de l'eau, mais pour qu'un enjeu aussi fondamental que l'eau, mais même la question se pose pour la biodiversité, lorsqu'on veut vraiment avancer, il faut parvenir à fédérer tout le monde. Si on reste qu'entre acteurs de l'eau, on va se parler, on va bien se comprendre, mais on va pas faire, ça va pas être transcendant et on va rester entre nous. L'objectif, c'est de fédérer l'ensemble de la société à ces nouvelles orientations. Donc, il faut causer au secteur de l'aménagement, il faut causer à l'économie, et c'est pour ça que l'Assemblée bretonne de l'eau a voulu créer différents collèges, et donc les acteurs de l'eau, le monde associatif, les citoyens, mais aussi une grande place qui est faite aux EPCI, qui sont les acteurs du territoire dont on a absolument besoin, mais aussi acteurs économiques, et notamment le monde agricole, et acteurs de l'aménagement. Parce que c'est la société tout entière qui doit prendre, pour qu'on avance sur ce sujet, c'est la société tout entière qui doit s'en emparer. Et donc, du fait du contexte estival notamment, enfin nous, c'est des sujets qu'on avait pointés par rapport à la gestion quantitative, on l'avait pointé depuis longtemps, mais là maintenant, c'est cet ensemble d'acteurs qui souhaitent aussi, qui s'imprègnent du sujet, et donc des nouveaux sujets sont abordés, et notamment en lien avec la nécessité de résilience et la gestion quantitative de l'eau.
Alors donc on construit notre plan de résilience de façon partenariale, sous forme d'ateliers, pour que les gens travaillent de la façon la plus participative possible. C'est parce que les gens vont s'impliquer s'impliquer au sein de l'instance de débat qu'on essaie de présenter, qui vont pouvoir se réimpliquer sur leur territoire. Donc on souhaite créer cette instance la plus active possible, la plus interactive possible. Et donc on a proposé un plan d'action et d'adaptation pour cette Bretagne résiliente face au changement climatique et aux enjeux de la question de l'eau. On a eu une grosse ABE, une grosse Assemblée bretonne de l'eau le 11 octobre qui a réuni près de 200 personnes et avec une très forte mobilisation. Et on a présenté, à l'issue de ces ateliers participatifs, a été élaborée une première projection d'un plan de résilience qui est amendé, et là on reçoit souvent des productions des uns et des autres, des associations, des citoyens, des collectivités territoriales, des acteurs économiques ou de l'aménagement, et on synthétise l'ensemble pour faire un rendu sous la forme d'un livrable qui est lors d'une prochaine assemblée bretonne de l'eau qui aura lieu en avril 2023 pour présenter ce plan qui se veut le plus opérationnel possible. On veut sortir vraiment, on a eu des plans de prospectif sur ce que ça allait, sur les évolutions de notre territoire dans les années à venir. Là, l'objectif, c'est vraiment d'avoir une phase d'action, une phase opérationnelle qui puisse, avec des leviers qui puissent être concrètement mis en œuvre sur les territoires, au sein des entreprises, dans les exploitations agricoles, avec l'ensemble des acteurs. Voilà. Et donc je termine là. En tout cas, j'ai essayé de dresser un panorama parce qu'en fait, on peut passer des heures en détaillant chaque sujet. Hein, donc, je ne suis pas allée profondément dans chaque sujet. Je voulais juste vous présenter un panorama de ce qu'on essaye de mettre en œuvre face aux enjeux qui existent sur notre territoire. Et maintenant, je veux bien répondre aux questions que vous souhaitez poser. En ce qui concerne le troisième plan de lutte contre les algues vertes, il y avait vous dites qu'il y avait un volet, une volonté de pouvoir animer les acteurs du territoire assez forte, qui doit se contenter d'un constat d'un relatif échec. Est-ce qu'il ne faut pas aller vers des mesures plus coercitives? Effectivement, il existe des mesures coercitives qui sont prévues. Là, on va avoir ce qu'on appelle des ZSCE, ces zones soumises à contraintes environnementales. Donc qui concerne les baies algues vertes, avec deux volets. Un premier volet de 3 ans et qui se concentre vraiment sur les fuites d'azote. Pour beaucoup de l'axe qui est donné par l'État. Lorsque les exploitations agricoles auront 3 ans pour arriver à limiter leur fuite d'azote et 3 ans de politique contractuelle, c'est-à-dire d'engagement volontaire. Au bout des 3 ans, on passera à un volet réglementaire. Et donc, si les exploitations n'ont pas limité leur fuite d'azote, elles seront sanctionnées. Alors, moi, je pense qu'aussi, au bout d'un moment, moi, je pense qu'il faut agir le volet réglementaire, ça me paraît indispensable, et tant au niveau de la réglementation des produits phytosanitaires qu'au niveau des fuites d'azote. Moi, à mon niveau, nous, comme je vous disais, on n'a pas de volet réglementaire, donc moi, j'interpelle tous les interlocuteurs que je peux avoir sur le sujet. Donc, je le fais au sein de Région de France. Donc, je participe à Région de France. Et donc, là, il y avait un plan sur l'eau qui était présenté au ministre. J'ai demandé, pour ma part, à ce que soient inscrits 2 volets réglementaires. L'un sur l'usage des produits phytosanitaires et fuite d'azote. Et qu'il y ait du monde, parce qu'en fait, même si le volet réglementaire intervient d'ici 3 ans, a priori, ils n'ont pas les moyens humains
de pouvoir véritablement aller vérifier dans les exploitations le fait qu'il n'y ait pas ces fuites d'azote, ou en tout cas avec des moyens humains extrêmement limités. Donc on reste un peu sur du déclaratif à mon sens, et je l'ai dit, hein, je ne sais pas dans quelle zone vous étiez, moi je l'ai dit en baie de Saint-Brieuc, qu'il fallait aussi avoir, enfin qu'il fallait dégager du temps humain pour aller concrètement aller dans les exploitations. Et pour l'instant, ce n'est pas vraiment défini. Et donc, je suis intervenue donc, sur fuite d'azote. Je suis intervenue à l'inverse pour qu'on puisse alléger un autre volet réglementaire, parce qu'actuellement, en Europe, en France, on est les seuls à ne pas pouvoir vraiment utiliser les eaux, enfin avoir le dispositif reuse ou reuse, c'est-à-dire les eaux qui sont traitées, à pouvoir les réutiliser pour... bon, par exemple, dans une entreprise d'agro, lorsqu'on lave les patates, la dernière eau, il faut les laver 6 fois. La dernière eau, elle est quasiment propre, elle pourrait être réutilisée pour laver la deuxième série de patates. Eh bien, on n'a pas le droit parce qu'on est contraint réglementairement. Et donc, c'est des millions de mètres cubes qui sont, à mon sens, gâchés, quoi. Donc, donc, il faudrait lever, là, par contre, un frein réglementaire qui nous interdit d'utiliser les eaux quasi propres de réutilisation pour un usage quasi similaire, ou alors pour aller nettoyer les voitures, ou pour... Enfin, bon, bref. Donc ça, ce serait bien de lever ce frein. Je suis désolée parce que je décale, mais... et donc, par rapport au plan de lutte contre les algues vertes, et alors ça, c'est sur ce 3e plan. Alors, à mon sens, ça vient un peu tardivement, ce volet réglementaire qui interviendrait au bout d'encore 3 ans d'incitation. Mais bon, en tout cas, il y a un volet réglementaire qui intervient à un moment donné, et c'est une excellente chose. Tellement cruciaux qu'il est important que tout le monde soit fédéré à cette question, et que chacun, à partir du moment où vous emparez du sujet, où vous avez une réflexion dessus, où vous élaborez une pensée et que vous élaborez un plan d'action et que vous y contribuez, ou voilà. Et après, vous allez pouvoir réinjecter et la problématique et les propositions d'action sur vos territoires. Et je trouve ça essentiel. Il va falloir aller partout. Et c'est vraiment pas une instance qui va être au-dessus et qui va donner de façon descendante une façon d'agir. C'est parce qu'on va collectivement élaborer cette pensée-là, enfin, moi, là, je suis là, mais ou que vous élaborez, enfin, c'est parce que c'est une élaboration collective qui va imprégner toutes les sphères de la société qu'on va pouvoir ensemble gagner ce défi qui est indispensable. Moi, dans mon rôle de politique, c'est de pouvoir garantir à chaque individu le fait de pouvoir vivre dignement sur son territoire. Et c'est parce que l'ensemble de la société va s'emparer de cette question qu'on va offrir cette garantie-là, et qu'on aura le plus, on va ensemble bouger les leviers pour garantir le fait, et puis avoir ce croisement des regards, cette interaction, le fait de pouvoir croiser différentes approches, que la synthèse en sera la plus riche possible, la plus juste possible, et qu'ensuite on pourra la porter au niveau de chaque territoire. Donc moi, je suis absolument convaincue de la richesse que vous représentez, quoi. Sur la BE, donc évidemment, les portes seront grandes ouvertes. C'est une instance régionale, donc du coup, là, je peux garantir. Sur les clés... donc je vais m'enquérir de la situation parce que je ne sais pas si c'est soumis à un régime statutaire. Je pense que les gens qui siègent dans les clés sont élus de... Enfin, il y a certaines représentations d'instances. Voilà. Mais peut-être qu'il y a certainement une interaction à trouver. Donc nous, à la région, on finance l'APPCB, qui est l'association de présidents de clés du territoire. Son représentant, c'est Paul Divanac. Et donc je vais le contacter demain pour lui poser la question, et je vous en ferai retour aussitôt. Et même si vous ne pouvez... Je ne sais pas si on peut... Là, c'est une question de règlement, donc je ne sais pas. Donc je ne peux pas trop m'avancer. Mais je suis absolument convaincue que même si si jamais, dans l'hypothèse que vous ne puissiez pas siéger, il y a certainement des interactions ou des échanges à trouver, et ça, je suis certaine qu'ils seront ouverts à pouvoir échanger sur la question. Ce sont toutes des personnes qui sont absolument convaincues de la nécessité de porter la question de l'eau le plus largement possible sur leur territoire. Paul Divanac, vous connaissez Portet ? Alors, je ne sais pas exactement où il se situe.
Mais en tout cas, c'est le président de la PPCB donc, qui réunit tous les présidents de clés de Bretagne. Et je l'appelle demain et voilà. Oui. Ah ben nous, on a... Alors, c'est quelque chose d'autre. En fait, on a une réglementation qui a changé, qui change janvier 2023. Jusqu'à présent, le premier pilier de la PAC était sous la responsabilité de l'État et nous, on gérait le deuxième pilier de la PAC. On l'a géré plutôt bien. La Cour des comptes ne nous a fait absolument aucun reproche et même nous a trouvé plutôt, enfin le conseil régional, hein, moi je n'étais pas sous ce précédent mandat, mais nous a trouvé le conseil régional plutôt dynamique pour porter le deuxième pilier de la PAC dans ce qui est le conseil régional a essayé d'impulser en termes d'orientation politique sur les transitions agroécologiques. Donc on n'a pas été remis en cause et même c'était un levier extrêmement précieux. Mais à partir du 1er janvier 2023, on perd cette compétence, ce deuxième pilier de la PAC, ce qui nous prive d'une manne financière considérable. Ça recentralise au niveau de l'État, ce qui permettra moins d'adaptation au territoire et sans doute qu'on ne gère pas, qu'on n'apporte pas le même étayage à un légumier du Finistère ou qu'à quelqu'un qui fait des céréales dans la Beauce et qu'on a peut-être moins d'acuité dans le regard et dans ce qu'on va essayer d'impulser sur le territoire. Moi, je crois vraiment à l'empreinte et à la proximité et à l'exercice de terrain. Plus on est dans cette écoute et dans cette adaptation et dans cet ajustement aux singularités territoriales, plus on est efficace. Et donc, donc ça repart à l'État. Et donc, on en est navré. Et puis, du coup, ça divise par 40 les sommes disponibles au niveau du conseil régional au passage. Voilà. Alors, sur la luzerne, je n'aurai pas de réponse précise. Par contre, j'ai quand même 2 réflexions à faire. La première, sur le système que vous évoquez. En fait, la façon dont ça s'est passé au niveau de la production agricole, on pourrait faire certaines analogies à une époque avec l'industrie du tabac. C'est-à-dire qu'on retrouve certaines analogies dans le déroulé temporel et dans le système de contraintes posées. C'est-à-dire que le tabac, il y a une époque où c'était une entreprise d'État, enfin bon, là, c'est pas le cas, mais en tout cas, pour l'économie, l'État a promu le fait de consommer du tabac parce que ça rapportait de l'argent. Après, il y a une deuxième étape où on s'est rendu compte que ça rendait malade et que du coup, ça coûtait aussi des sous à la collectivité parce qu'il fallait soigner les personnes. Là, l'État dit, ou les collectivités disent, stop à l'arrêt du tabac. Sauf qu'une fois que ça fait partie d'un système économique et une fois qu'on est, enfin bref, pour s'en sortir, il faut à la fois le vouloir, être accompagné. Moi, je dirais qu'il y a une forme d'analogie avec ce qu'on a essayé d'impulser au niveau agricole, c'est-à-dire qu'on est sur de l'intensif, sur le fait de produire toujours plus, avec des coûts toujours moindres, et on a obligé les agriculteurs à rentrer dans des formes d'exploitation intensive. Ensuite, on se rend compte qu'il y a plein d'effets indésirables sur l'environnement, que ça fait de la nourriture qui n'est quand même pas pas nécessairement très saine. Donc, on essaie de faire marche arrière. Mais là aussi, c'est rentré dans les schémas de production et c'est très compliqué de se défaire de modes opérationnels qui sont en œuvre depuis des décennies. Et puis, c'est aussi tout un système économique qui s'est construit autour de ça et qui exerce une pression très forte. Donc ça, c'est la première chose que je voulais dire. Donc, on ne peut pas changer sans accompagnement et ça demande du temps humain, du temps d'accompagnement. Et je pense que pour engager une transition agroécologique, ça ne se fera pas d'un claquement de doigts, c'est extrêmement complexe et il faut vraiment dégager du temps humain d'accompagnement pour permettre aux agriculteurs de partir sur une transition. Ça, c'était la première chose. Et la deuxième chose, j'ai oublié.
sur les revenus des agriculteurs, c'est quelque chose de fondamental aussi. On a les agriculteurs, franchement, en plus, ils sont souvent mis en cause, ils sont soumis à des systèmes de contraintes, y compris financières, absolues. On a un taux de suicide qui est parmi les plus importants dans la population. Et en plus, ils sont un peu bouc émissaires, quoi. Donc, je pense vraiment qu'au contraire, et à toujours vouloir produire plus à moins cher, en fait, c'est eux qui ont été complètement pressurisés. Il y en a qui se sont fait plein de blé, enfin, au passage, hein, mais c'est pas les agriculteurs. Les agriculteurs, ils vivent dans la misère, pour beaucoup d'entre eux, avec un travail qui n'est pas reconnu. Donc, je pense qu'à un moment donné, il va falloir reconnaître ce travail qui est fondamental, à juste valeur, et qui soit reconnu par l'ensemble de la société. La première question, c'était une histoire de temporalité. Alors, 2040 est effectivement un chiffre qui est apparu également 2027. C'est la date fixée par le SDAGE pour permettre la reconquête 100% de masse d'eau en bon état. C'est le premier chiffre que j'ai donné. Et en fait, pour avoir une action qui soit la plus structurelle possible, il nous appartient d'admettre plusieurs types de temporalité. Si on n'est que sur des temporalités courtes, on est sur la réaction et plutôt sur le volet curatif. Parce que les transitions prennent du temps, et je sais que le temps est compté. Donc il faut parallèlement avoir des actions inscrites dans ces différents types de temporalité. Donc 2027, et c'est demain, c'est tout de suite, quoi. C'est pouvoir gagner ces 100% de masse d'eau en bon état, et on sait déjà qu'on n'y arrivera pas. Quand on est en Ille-et-Vilaine à moins de 3% des masses d'eau en bon état, on ne pourra pas être à 100% de masse d'eau en bon état en 2027. Pourtant, c'est un objectif fixé et vers lequel il va falloir tendre le plus rapidement possible. Et il y a des actions opérationnelles dès à présent et depuis des années mises en œuvre pour y accéder. Après, moi, je ne suis pas magicienne. Voilà, et donc il ne faut pas perdre de vue le 2040 parce que c'est ce qui va nous amener à avoir des actions plus structurelles qui vont prendre plus de temps. Et c'est pour ça que les deux temporalités doivent être simultanément envisagées et travaillées, à mon sens. Ça, c'était la première chose. Ensuite, vous m'avez dit... il y avait 4 questions. Sur la quantité, je pense l'avoir évoqué. Alors c'est un point, en fait, et en plus c'est assez arbitraire le fait qu'on sépare la quantité de la qualité, parce que c'est deux problématiques qui viennent se percuter de plein fouet, ne serait-ce que d'un point de vue purement mécanique. Moins on a d'eau, plus la pollution s'accumule et plus l'eau est altérée. Donc en fait, c'est extrêmement intriqué. C'est juste une vue de l'esprit pour faciliter un peu l'expression d'une pensée structurée qu'on sépare comme ça de façon arbitraire, mais les deux problématiques sont extrêmement imbriquées et très corrélées, quoi. Enfin, c'est une même problématique quasiment. Et puis, vous aviez 2 autres questions. Le réseau de distribution. Alors en fait, c'est quelque chose c'est une problématique qui est un petit peu moins aiguë. Donc c'est 14% d'eau qui disparaît dans les circuits d'eau potable, sur l'eau potable. Donc 14% qui paraît extrêmement considérable, mais qui, à l'échelle de la France, on fait plutôt figure de bon élève sur le sujet, paradoxalement. Il y a des régions où ils sont à 50% de pertes. Donc c'est vraiment énorme. Et donc c'est pas, on est tout à fait soucieux, mais là pour l'instant, ce qui se pose avec beaucoup d'acuité, c'est le problème de l'assainissement sur le territoire Bretagne. Et nous, pour rendre les choses réalisables, on met une éco-socio-conditionnalité, enfin la éco-conditionnalité, sur un objectif atteignable. Si on demande à tous les territoires, toutes les collectivités en disant « vous refaites votre assainissement, vous faites votre eau, vous faites tout en même temps », c'est infaisable. Donc on fixe des objectifs avec, et là on est sur une temporalité courte, des objectifs atteignables, cohérent et réalisable, parce qu'autrement on met les gens face à un échec. Et nous, pour rappel, notre levier, il est uniquement, on n'a pas de volet réglementaire, on ne peut pas obliger. Donc on va juste travailler avec le levier de cette conditionnalité qui nous est disponible. Et il y avait une 4e question. Moi je l'ai dit, hein, c'est de pouvoir et élaborer de la pensée autour de la problématique de l'eau qui va être vitale pour chacun d'entre nous, savoir que c'est un bien commun, c'est le bien qui nous appartient à tous, sans lequel
on sait, un enfant à 80% est composé à 80% de flotte. Sans eau, nulle vie est possible. Et au-delà, il y a toutes les formes d'aménité, le fait d'avoir une activité économique, le fait de pouvoir produire de la nourriture, le fait de pouvoir faire vivre de la biodiversité qui elle-même rend un service fondamental à la vie. C'est-à-dire, c'est parce que les plantes vont pouvoir capter du CO2 qu'on va avoir de l'oxygène. Sans plantes, on est mort, c'est pareil. Les abeilles, tous les pollinisateurs, bref, l'eau, c'est la vie. C'est un vieux slogan des années peut-être 70 ou 80, mais c'est la réalité. Donc il faut que chacun s'en empare et qu'on le fasse vivre et qu'on l'impulse dans nos territoires. Et vous êtes précieux en termes d'élaboration de pensée, et vous êtes précieux pour pouvoir le porter auprès de vos collectivités territoriales, auprès de tous les interlocuteurs. Il faut que chacun se saisisse de cette question. Les subventions, l'argent, le budget régional, mais comme dans toutes les collectivités territoriales, et vous devez y être confrontés, les budgets sont extrêmement contraints. Et ça, c'est une problématique. Là, je parle en général et après, je viendrai plus particulièrement sur l'agriculture. Les budgets sont extrêmement contraints dû à l'augmentation, à la flambée des prix de l'énergie. Et dans une population, dans une période où la nécessité d'impulser des orientations de politique publique, et notamment vis-à-vis de la population la plus vulnérable ou la plus fragile, devient fondamentale. Et cette population plus vulnérable et plus fragile ne cesse de s'accroître. Donc on a vraiment, là on est vraiment sur quelque chose de très délétère, de très dangereux, parce que la population est toujours plus vulnérable et l'oblitération de nos capacités à pouvoir impulser des politiques publiques qui répondent aux besoins des habitants est de plus en plus prégnante. Donc c'est très, très, très contrariant. Et sur l'agriculture, en fait, du coup, c'est l'État qui va attribuer de l'argent, cet argent-là, ça se compte en millions, et c'est pas ma délégation, du coup, je sais pas, je voudrais pas dire de chiffres inexacts. L'État va le redistribuer, mais sans doute pas de la même façon qu'on l'aurait fait, et sans doute pas dans les mêmes conditions. Voilà, c'est ça. Il va y avoir des redistributions, mais sur quelle modalité, sur quels critères, ça, pour l'instant, c'est inconnu. Et nous, alors donc notamment sur les baies algues vertes, on a des budgets liés à la délégation agricole et on a un budget lié au service de l'eau. Service de l'eau, on garde les mêmes budgets, c'est quelque chose qui pour nous est extrêmement important. De garder cette priorité des baies algues vertes. Donc nous, au service de l'eau, on met 700 000 € par an sur un volet animation, donc de mise en action des acteurs de ces baies pour générer les échanges fonciers, pour engager les agriculteurs à partir vers une transition vers l'agroécologie. Donc ce volet de 700 000 € sur le service de l'eau, on le garde. Après, l'agriculture, il va y avoir de l'argent de l'État, mais pour les critères, on ne sait pas. Et les critères et modalités restent encore inconnus. Et quant à nous, on garde quand même un budget au niveau de la délégation agri, mais du coup qui est sévèrement amputé. Donc on garde quand même 3 MAEC. Un MAEC système, alors il y a un MAEC système herbagé, il y en a deux autres, mais de tête, c'est pas ma délégation. Alors ça, c'est effectivement quelque chose qui est travaillé au sein de l'ABE, donc vous parlez des économies d'eau. Sur le fait de pouvoir utiliser des eaux grises, c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est qu'on a actuellement des freins réglementaires qu'on essaye de lever. Il y a le reuse et il y a le reuse, et donc y compris aussi les particuliers, ils sont souvent limités aussi dans le fait de pouvoir réutiliser des eaux. Et l'eau de pluie, alors bien sûr, on va pas, on peut mettre une citerne dans son jardin et aller arroser son jardin, mais l'utilisation de l'eau récupérée est extrêmement limitée. Je veux parler de le fait
Alors, il y a sur les eaux, donc en zone urbaine, les eaux pluviales, nous, on va entreprendre un gros travail qui est la désimperméabilisation de toutes les cours de lycée, puisque les lycées sont de notre compétence. Donc, en fait, tout ce qui va être patrimoine régional, donc les lycées, etc., tout va être revu pour qu'on soit le plus résilient et économe en ressources possible, donc ça, que ce soit l'énergie, comme on a vu avec, avec la flambée du prix de l'énergie, ou aussi sur la question de l'eau, donc désimperméabiliser les cours de lycée qui représentent des surfaces parfois considérables, permet que l'eau puisse réintégrer son cycle naturel. Alors sur les toilettes sèches, je pense qu'il y a... Alors nous, on n'est pas, la région n'est pas sur des dispositifs de massification. Nous, dans ce cas-là, on a plus un travail d'incitation des EPCI qui elles-mêmes vont mettre en place des dispositifs d'aide. On n'agit pas directement auprès des foyers. En fait, nous, souvent, on travaille auprès des EPCI qui mettent en place les politiques. Les liens sont assez denses. Alors après, ça dépend des... sont assez denses parce que nous, après, on établit... Alors on a un lien budgétaire parce qu'on subventionne beaucoup les EPCI, on distribue l'argent. Ouais, voilà. Et puis on a aussi des référents territoriaux qui sont un petit peu... Enfin, sont très présents sur leur territoire, quoi. Merci, Madame Alexandre.